Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book, l'émission qui est en quelque sorte votre bibliothèque de la sécurité privée, publique et civile, ces femmes et ces hommes qui assurent notre sécurité, notre sûreté face aux menaces, qu'elles soient réelles ou un peu moins réelles, un peu moins palpables, comme le sujet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de cybersécurité et des infrastructures nécessaires à toute entreprise bien organisée pour faire face aux menaces qui sont de plus en plus nombreuses, vous le savez, avec aujourd'hui le livre blanc de la COES, qui est donc la Confédération européenne des services de sécurité, et le représentant du GES, le groupement des entreprises de sécurité, auprès du COES. Il est l'expert pour le GES, mais également directeur sécurité du groupe Geopost, Jean-Philippe Berillon. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'A-News Sécurité pour présenter ce livre blanc dont on va parler dans quelques instants. Mais j'imagine qu'il y a un certain nombre de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas encore la Confédération européenne des services de sécurité. La COES, elle est née en 89. Qu'est-ce qu'elle confédère? Qui elle confédère et dans quel objectif? Alors la COES, elle rassemble bien évidemment d'abord les entreprises de sécurité des États membres et les représentations de ces entreprises de sécurité au sein de la COES, avec des délégations. La COES travaille donc avec la plupart des États membres, bien sûr, sur l'anticipation des réglementations qui sortent à Bruxelles, sur l'éclairage des politiques à Bruxelles, sur ce qu'est la sécurité privée, ce que peut faire la sécurité privée, ce qu'elle envisage de faire aussi dans le futur. Donc il y a un rôle de lobbying important de la COES auprès de la Commission européenne. Je crois qu'elle sert aussi à soutenir la croissance du secteur de la sécurité privée. Absolument, elle appuie la croissance du secteur de la sécurité privée, en le mettant en valeur, en le défendant, bien évidemment. Et elle couvre 23 pays européens, dont 19 de l'Union européenne. Donc c'est assez impactant. Alors ce livre blanc est intitulé, il est en anglais, Cyber Physical Security and Critical Infrastructure. On donnera l'adresse, on peut la donner d'ores et déjà, puisqu'il est téléchargeable gratuitement. On le redonnera en fin d'émission. Il va s'afficher sur votre écran. Le sous-titre, c'est Protéger les nations, mais aussi les sociétés à l'ère des systèmes connectés et de menaces hybrides, de plus en plus. Pourquoi avoir finalement axé ce livre blanc sur justement la sécurité cyber et les infrastructures qui l'entourent? On sait aujourd'hui qu'il y a autant de risques que de portes ouvertes par l'Internet, mais plus concrètement? Alors plus concrètement, alors déjà c'est un des rares ouvrages qui traite la menace dans son ensemble, c'est-à-dire une menace hybride aujourd'hui, ou holistique, c'est-à-dire à la fois physique et digitale. Et la réflexion qui a été menée avec différents experts dans cet ouvrage a voulu mettre en éclairage le fait que les entreprises, en particulier les entreprises qui gèrent des infrastructures critiques, donc qui permettent à la vie des nations de se dérouler correctement, font face à ces doubles menaces, mais qui sont des menaces qui se représentent de façon conjointe et qui doivent donc être traitées d'une façon globale, en évitant les silos. C'est donc on va en parler de ces silos, c'est important, mais c'est donc de sensibiliser les acteurs concernés de ces entreprises à ces menaces. Est-ce que finalement, aujourd'hui, en 2024, c'est demain, ils ne sont pas assez concernés, assez conscients? On se rend compte aujourd'hui que la menace, tout le monde l'a bien comprise. Les problèmes d'attaques informatiques, en particulier dans des contextes géopolitiques tendus comme ceux que nous vivons aujourd'hui, sont plus que réels, mais elles ne sont pas nouvelles. Depuis très très longtemps, les États se font la guerre indirectement via des attaques cyber. Donc aujourd'hui, cette prise de conscience de la menace, elle est bien réelle. La façon dont elle est traitée, vis-à-vis des salariés en particulier, mais aussi vis-à-vis des populations, pour qu'ils soient des acteurs de leur propre sécurité, reste encore à être travaillé et à être approfondi. On a mis en place des solutions de protection digitale autour des systèmes, mais l'humain reste et restera le facteur le plus fragile. Aujourd'hui, quand on discute avec des experts du cyber, 80% des experts d'entreprise vous disent qu'ils envisagent une attaque cyber sur leurs infrastructures. Quand on fait des tests de pénétration sur les
sur les systèmes, on découvre encore des systèmes fragiles. Quand on fait des campagnes de phishing, on a des taux de pénétration par phishing qui sont entre 20 et 30%. Sur ce qu'on appelle les natives, les jeunes populations issues du monde digital qui utilisent le taux de pénétration remonte à 65%. Ouais. Donc on est dans un contexte où la menace est présente, tout le monde l'a bien comprise. La parade est encore à construire de façon encore plus efficace. On va parler des acteurs qui sont directement concernés, bien évidemment, par ces menaces cyber. Est-ce que la gouvernance fait partie de ces acteurs majeurs? Est-ce que leur implication est déterminante? Alors, la gouvernance, pour quelques sujets que ce soit, c'est la condition sine qua non pour être certain que la problématique soit traitée correctement. Le sujet de la gouvernance en matière de menace de cyber physical security, c'est-à-dire en fin de compte de casser le silo qu'il peut y avoir entre la menace cyber et la menace physique, la protection du cyber ou la protection du physique, est un sujet majeur de la gouvernance, puisqu'en installant une gouvernance qui a cette approche globale, qui casse les silos, on va être capable de mieux traiter le sujet et de limiter les conséquences des attaques auxquelles on aurait à faire face. Donc la gouvernance reste un sujet majeur. Elle se pose aujourd'hui encore, c'est un vieux serpent de mer un petit peu sur le positionnement du Chief Information Security Officer ou du RSSI en France, qui souvent est au sein de la DSI, la Direction des systèmes d'information. Dans beaucoup d'organisations qui ont, j'allais dire, une organisation plus mature, qui ont compris que la défense était un sujet éminemment transverse, où le facteur humain resterait la principale menace. On trouve le Chief Information Security Officer auprès de la direction de la sûreté, pour deux raisons. La première, c'est parce que, en tant que gardien de la sécurité de la DSI, c'est toujours compliqué de contrôler son patron. Donc, il vaut mieux être un petit peu à l'extérieur. La deuxième, c'est parce que le sujet de la menace, qui demande une approche transversale, est un sujet qui est directement lié au facteur humain et que les directions de la sécurité, de la sûreté, traitent le facteur humain dans toute sa transversalité. Donc, on est sur une approche qui est assez logique, en fin de compte, d'assurer l'indépendance du RSSI et l'efficacité de la transversalité de la réponse face à la menace. Alors on va se focaliser sur les points qui nous concernent le plus, à commencer par justement la collaboration entre les directeurs informatiques, les responsables de la sécurité de l'information et les directeurs sécurité sûreté. Pour le moment, de façon générale, on va dire, on ne peut pas dire qu'il y ait une cohésion totale dans toutes les entreprises, et donc ça semble pour le moment assez inadapté pour faire face aux défis de ces cybermenaces. Pourquoi d'abord? Et comment y remédier pour faire front plus efficacement? Alors sur la cohésion ou la collaboration, je ne vais pas utiliser ce mot-là, il y a bien évidemment de la cohésion pour lutter contre les menaces. Il y a de la collaboration entre les DSI, les CISO et puis la sûreté, ça c'est clair. En revanche, la construction, on en revient un petit peu là, la construction du modèle reste encore fragile, dans la mesure où, effectivement, beaucoup d'entreprises n'ont pas intégré le RSSI côté sûreté. Mais au quotidien, évidemment, on essaie de travailler le plus possible et d'être efficace, comme par exemple sur la partie crise ou sur la partie qui concerne les plans de continuité d'activité. La cohérence entre le plan de continuité d'activité de l'informatique et le plan de continuité d'activité de l'entreprise, celui qui gère les opérations, où on va définir par métier quelles sont les opérations qu'il faut protéger pour pouvoir assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise, la cohérence entre les systèmes d'information qui viennent soutenir l'activité de l'entreprise est extrêmement importante. Et donc là, dans le cadre des plans de continuité d'activité, la collaboration doit se faire pour être certain qu'on est capable de faire face à une attaque et qu'on a mis en place une approche globale pour y répondre. Alors, dans ce livre blanc, on évoque le rattachement du RSSI au DSI. On peut développer ce point qui est important.
Alors aujourd'hui, oui, on a quand même des entreprises qui ont pris, et des groupes qui ont pris le modèle rattachement du RSSI à la sûreté, oui, pour assurer effectivement cette liberté d'action. Il est plus facile de venir contrôler la DSI quand on n'est pas en situation de reporter directement au DSI. Ouais. Donc ça c'est la première chose. Malheureusement, ça reste un modèle qui est quand même un petit peu fragile aujourd'hui. Qui n'a vu le jour que dans un certain nombre de groupes. Et on voit ailleurs le RSSI qui reste toujours au sein de la DSI, ce qui demande un gros effort de coordination quand il n'est pas auprès de la direction de la sûreté, puisque la sécurité met en œuvre un certain nombre traite un certain nombre de problématiques de sûreté, l'intrusion sur les sites, la sécurisation parfois des process industriels aussi. Je crois que là, quand on prend la construction, l'exemple de Géopost, quand on construit un hub pour trier des colis, ouais, c'est d'abord les opérations qui décident ce dont ils ont besoin et qui vont travailler avec les architectes sur le process industriel. Ouais. Puis une fois que le process industriel a été conçu, eh bien, on va construire un bâtiment dans lequel mettre ce process industriel. Ouais. Et enfin, on va sécuriser ce bâtiment. Et la sûreté va demander de la sécurité, système de vidéosurveillance, de détection d'intrusion, etc., à l'extérieur du bâtiment comme à l'intérieur. Et à partir de là, les services informatiques interviennent pour mettre en place le système informatique qui va bien pour sécuriser, ou vidéosurveillance qui va bien pour sécuriser. Le fait que ce soit centralisé et que la sûreté qui traite déjà une grosse partie de la sécurisation des sites et des personnes aussi d'ailleurs, se voient intégrer le cyber. Ça permet, lors de réunions internes au sein du même département, d'appréhender de façon globale la menace et d'éviter les écarts qu'il peut y avoir si on est avec deux services différents et qui vont bien évidemment accroître les besoins de coordination. C'est un chapitre important de ce livre blanc, le choix justement de rattacher le RSSI au directeur sûreté sécurité. Absolument. On a voulu dans cet ouvrage d'abord partir d'une analyse, de comprendre quelle était la menace et comment y faire face du mieux possible. Donc on a bien évidemment traité les sujets de la convergence de la sécurité, du digital et puis du physique. On a traité les sujets de la rupture des silos. Oui, on va en parler. Et ça, c'était important. On a traité du sujet de trouver la meilleure organisation pour faire face à la menace, qui reste une menace, on l'a encore dit tout à l'heure, avec un facteur humain qui est déterminant. Et bien souvent, je donnerai un exemple simple sur la partie protection de l'information qui relève, dans la plupart des cas, du département de la sûreté et de la protection des systèmes d'information qui relèvent du RSSI. On a une partie de la protection de l'information qui est purement sur le facteur humain et qui est de l'ingénierie sociale. Et là, typiquement, c'est la direction de la sûreté qui va traiter ce sujet-là. Mais quand on est sur des sujets de pénétration informatique, c'est le cyber qui va traiter. Mais néanmoins, il faut toujours avoir en tête que le cyber et la menace cyber reste toujours une menace à partir d'individus, d'organisations ou d'États qui cherchent à nuire à des individus, à des nations ou à des États. Exact. On n'a jamais vu un ordinateur se mettre en marche tout seul pour aller attaquer un autre ordinateur. Pas encore. Pas encore. Donc quand on est sur des logiques d'attaque de système à système, alors effectivement c'est quelque chose qui est purement cyber, ouais. Et donc l'expertise du cyber est importante pour traiter le sujet. J'allais dire que la partie sûreté viendra en appui. Pour tout le reste, tout ce qui est attaque avec du facteur humain, de l'ingénierie sociale et autres, la direction de la sûreté est en première ligne avec un complément cyber. Donc faciliter, j'allais dire, la réponse, limiter les interstices entre les silos et répondre plus efficacement et plus rapidement. Juste avant d'aborder ce sujet très important des silos, est-ce que pour arriver à développer ces analyses au sein de ce livre blanc, on se base aussi sur peut-être des sondages qu'on a fait auprès d'un maximum d'entreprises pour savoir leur mode de fonctionnement actuel? Alors on a deux choses. D'abord, on est allé chercher des experts qui depuis longtemps traitaient ce sujet-là, ouais. Et donc qui avaient la connaissance et qui avaient de cette problématique-là, qui avaient déjà investigué au sein de nombreuses entreprises
pour savoir comment elle était organisée. Et on a bien évidemment aussi été voir auprès d'autres entreprises dans différents pays comment elles étaient organisées pour faire face à cette menace-là. Et c'est intéressant effectivement d'avoir ce regard un peu européen pour savoir comment ça fonctionne aussi dans d'autres pays. Alors justement, la difficile question de briser ces fameux silos. On ne peut pas assurer une bonne cybersécurité sans sécurité solide du bâtiment ou si les équipes cybersécurité et sécurité physique continuent d'être cloisonnées. C'est un petit peu ça le fil rouge. C'est ça le fil rouge. Alors moi, je viens d'un monde militaire. Ouais. Et dans le monde militaire, j'allais dire, il y a deux mots magiques, alors un en français et un en anglais. Le premier, c'est l'interopérabilité des forces. Être capable de produire un effet quelque part ensemble. Oui. Et puis, dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le joint, ensemble. Ouais. Et on est sur la même chose. Et pour vous donner un exemple, l'aviation ne gagne pas de guerre toute seule. L'infanterie ne gagne pas non plus de guerre toute seule s'il n'y a pas de l'artillerie pour l'appuyer. L'infanterie ou la cavalerie n'est pas capable de traverser des coupures, des ponts, etc. s'il n'y a pas du génie pour faire quelque chose. Et donc on ne sait pas gagner une guerre tout seul. On n'a jamais vu, c'est pas ça. Et typiquement, il faut en arriver à cette même conclusion dans l'entreprise, l'interopérabilité des forces. Et les forces, elles se conjuguent bien évidemment au sein de la DSI, de ceux qui font face aux attaques cyber, protection des systèmes, à ceux qui font face au sein de l'entreprise aux tentatives d'intrusion physique, de vol et bien évidemment qui viendraient nuire à la continuité de l'activité des entreprises. Et est-ce qu'il y a une difficulté, voire une incapacité des entreprises à finalement repenser leur modèle et revoir leur gouvernance dans ce domaine ? Alors je pense qu'effectivement, à un moment donné, on est confronté à changer de modèle et sortir de la situation de confort dans laquelle on se trouve et de se reposer les bonnes questions. Parce que tant qu'on n'a pas eu de gros soucis, tant qu'on fait face et que tout se passe bien, on est un petit peu dans comme disent nos amis anglo-saxons, so far so good. Ouais. Et pourquoi changer puisque ça marche ? Ouais. Ouais. Voilà. Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où. Alors, il faut toujours éviter les politiques d'extincteurs. Parce que d'abord, on ne sait pas tous où se trouve l'extincteur au moment où on en a besoin. Et puis même l'extincteur, il faut vérifier qu'il ait bien été suivi une fois qu'il est en place pour être sûr qu'il fonctionne le jour où on en a besoin. Donc typiquement, effectivement, il y a un travail à faire dans les entreprises, notamment au niveau de la sensibilisation des membres des boards aujourd'hui, qui eux aussi sont convaincus de la menace, de la pertinence de la menace cyber. Personne aujourd'hui viendrait vous dire qu'on ne risque rien, c'est pas possible. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin sur revoir l'organisation, ce qui est toujours un peu compliqué. Il faut aller plus loin sur la sensibilisation des salariés, qui reste quelque chose, j'allais dire, de pas abouti. Alors, il y a toujours des petites choses qui sont faites, mais on ne va pas jusqu'au bout du bout. D'ailleurs, on est dans un monde où la sensibilisation pour le cyber devrait être beaucoup plus importante que ça. Je veux dire, vous et moi, Alexandre, avons connu à l'école, on nous apprenait le code de la route pour comment traverser la rue, respecter le feu rouge et ne pas se faire écraser. Aujourd'hui, en plus de ça, il faut apprendre aux enfants les menaces sur le cyber. Comment utiliser des appareils qui vont sur Internet, comment se protéger, etc. Donc tout ça très en amont. Et on remarque que cette sensibilisation-là est faite, mais néanmoins, on demande encore un gros travail. Quand je vous disais qu'on est sur 20 à 30% de capacité de pénétration, un seul email permet de neutraliser des systèmes. Donc là aussi, beaucoup de travail à faire encore. Dans des systèmes et des mondes qui vont être de plus en plus interconnectés, où l'IoT va devenir de plus en plus présent, où on a des agrégations de systèmes qui vont être et de terminaux qui vont être de plus en plus nombreux. Donc typiquement, là aussi, c'est pas un travail évident, parce que ça demande, alors contrairement à la sécurisation digitale d'un système informatique qui coûte relativement cher, mais une fois qu'on l'a sécurisé, certes, il faudra maintenir cette sécurité, mais on sait qu'il est sécurisé. Pour le côté humain, pour la sécurisation et la sensibilisation de l'humain, c'est pas très cher, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et donc, c'est un travail de très longue haleine. Qui doit être quasiment au quotidien, d'ailleurs. Quasiment au quotidien. Ouais. Éviter d'être répétitif. Ouais.
avoir des sensibilisations qui sont variées, parce que les gens n'aiment pas aller suivre des formations sur la sensibilisation, ont l'impression de perdre leur temps. Donc faut venir très souvent, pas beaucoup de temps, et être très pertinent, adapter aussi la formation et les sensibilisations qu'on fait au public auquel on s'adresse, presque faire du sur-mesure. Et toutes les enquêtes aujourd'hui qui sortent dans le monde du cyber identifient comme enjeu la formation des salariés. On rappelle que ça ne concerne pas que les infrastructures critiques, toutes les infrastructures, bien évidemment. Et finalement, pour résumer un petit peu ça, c'est qu'une bonne protection, c'est avant tout une bonne gestion en amont de la répartition des rôles de chacun. Je crois que comme tout sujet important dans l'entreprise, tout commence par une analyse des risques. Et en fonction de l'analyse des risques, de dégager des priorités, d'affecter des budgets, et puis de dérouler un plan d'action pour couvrir ces risques et protéger l'entreprise de ces risques-là. Alors sur des infrastructures critiques, c'est particulièrement important parce que c'est la vie du pays, c'est la protection des personnes qui est derrière, et donc ça revêt une importance très forte. Et vitale, mais le modèle s'applique aussi à tous les niveaux d'entreprise. Bien sûr. Merci Jean-Philippe Berrion. Merci beaucoup Alexandre. Pour en savoir plus, bien évidemment, eh bien, ce livre blanc, je vous le disais en entame de cette émission, est disponible gratuitement. Servez-vous, c'est sur le site de la COES qui s'affiche. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un prochain Security Book. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.